de matériaux naturels et de matériaux de l'ingénieur. Donc, je suis comparatif de nature, je vais vous parler de la science pour parler des matériaux de structure. Alors, c'est simplement une classe de matériaux, c'est des matériaux dont la fonction est de transmettre des forces. Mais on va essayer de regarder les matériaux de structure tels qu'on les trouve dans la nature et les matériaux de structure tels qu'on les trouve chez l'ingénieur. Tandis qu'on les trouve chez l'ingénieur, c'est tel que l'ingénieur les fabrique. Alors, le cours de l'exposé va commencer par un voyage dans le temps. Je vais essayer de faire un voyage dans le temps à la fois pour la nature et pour l'ingénieur. Après, j'essaie de faire un parallèle entre la nature et l'ingénierie, de vous parler de quelques-unes des stratégies de la nature pour développer des structures efficaces. Et enfin, j'essaie de vous parler un petit peu de bioinspiration, parce que je préfère le terme de bioinspiration au terme de biomimétisme. On ne copie pas la nature. Si vous regardez dans la nature, c'est très difficile de trouver une roue. Et la raison est assez simple, c'est qu'il n'y a pas vraiment de raison d'avoir besoin d'une roue dans la nature. Bien, il faut déjà avoir une route pour avoir besoin d'une roue. Pour se déplacer sur un chemin irrégulier, il n'est pas nécessaire d'avoir un truc qui roule. Bien. Alors, on va commencer par un voyage dans le temps. Ce voyage dans le temps, on va d'abord le faire du point de vue de l'ingénieur. Alors, vous allez voir que la conception de l'ingénieur est assez vaste, parce que l'ingénieur commence avec une colbelle aujourd'hui. Directement au début, dans les temps préhistoriques, le matériau qu'on utilise, c'est le matériau qu'on rencontre. On se baisse pour le ramasser, et on va utiliser des silex, opportunément taillés, pour pouvoir faire des armes, par exemple. Alors, ce que vous allez avoir, c'est des cartes qu'on appelle des cartes d'HB, des cartes de sélection, si vous voulez. Vous avez sur un axe la densité des matériaux, et sur l'autre axe, vous avez une rondeur qui est par exemple la résistance mécanique des matériaux. Vous voyez, à l'époque de la préhistoire, les matériaux qui sont disponibles pour l'ingénieur de Cro-Magnon, c'est essentiellement les matériaux naturels, donc le bois, les peaux, c'est déjà du composite, hein, c'est des matériaux composites. Là, vous avez un certain nombre de céramiques et de glace qui sont des céramiques et de verre qui sont des matériaux naturels, cela. Et puis vous avez des métaux, mais très peu de métaux. À l'époque de l'homme préhistorique, les métaux qu'on rencontre, ben, c'est un métal aussi ennuyeux et inintéressant que l'or, qu'on trouve à l'état natif. C'est une histoire intéressante, je vais vous raconter l'histoire de l'humanité en termes d'âge des matériaux, mais on pourrait faire la même chose en parlant des âges de l'énergie. La manière dont l'être humain prend possession des matériaux dans la nature dépend aussi des sources d'énergie dont il dispose pour pouvoir, par exemple, en ce qui concerne les métaux, partir d'états qui sont essentiellement des états d'oxyde et en faire des états désoxydés. Donc ça suppose d'être capable de fournir aux matériaux la quantité d'énergie qui lui permet de passer d'un état d'oxydation à l'autre. Alors pour l'instant, on est dans un monde de l'ennui mortel. On a du silex et on a des bouts de noces de bestioles qui peuvent nous servir de massue, et puis de l'or. Alors on va aller un petit peu plus loin. Regardons les Romains. Alors les Romains sont, je les qualifierais assez brutalement de soldats bâtisseurs. Et vous trouvez en termes de matériaux des choses beaucoup plus variées. Vous avez beaucoup de métaux qui sont disponibles chez les Romains. Alors la vision que je vous donne de l'évolution de l'humanité est très centrée sur l'Occident. On pourrait faire à peu près la même chose en regardant l'évolution de l'humanité en Chine, ça serait juste décalé de 1200 ans en amont. Alors, vous avez toujours les matériaux naturels. Les Romains étaient des grands céramistes. Vous savez qu'on a eu beaucoup de poteries romaines. Et puis vous avez donc beaucoup plus de métaux qu'on en avait à la période précédente. Pour continuer, la période suivante, c'est la période du Moyen-Âge. Alors, la période du Moyen-Âge est une période de ennui mortel pour ce qui est de la création de nouveaux matériaux. Par contre, c'est une période qui est intéressante pour ce qui est de l'utilisation des matériaux. Vous voyez, par exemple, dans le domaine des cathédrales, où on utilise des matériaux qui sont des pierres, et on utilise d'ailleurs des pierres différentes suivant l'endroit où on se trouve, donc c'est toujours le matériau de rencontre, mais on apprend à l'utiliser intelligemment, à ajourer les murs, à faire des contreforts. Donc en fait, la richesse du Moyen-Âge en termes de matériaux a quand même été essentiellement sur les matériaux dont on disposait, d'apprendre à les utiliser mieux. Alors vous avez ici 3 églises, la cathédrale de Reims. La cathédrale de Reims avec une pierre qui est très facile à sculpter, et en conséquence de quoi vous avez des sculptures d'une finesse extrême, avec le fameux sourire de l'ange. En dessous, vous avez la cathédrale de Clermont-Ferrand, ma ville natale, et dans une pierre brutale qui est le Paul Juif,
ou les décorations sur une pauvreté extrême, parce que c'est un vrai cauchemar à sculpter cette chose-là. Vous avez en bas un autre matériau, c'est le bois. C'est une église de Bourg en Norvège, qui date du XIIe siècle. Elle est toujours debout. Voilà. Maintenant, continuons notre promenade. Alors, si on va au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle, je dirais que ça c'est la période de l'acier. C'est le règne des métaux, c'est le règne de l'acier. Vous avez là le viaduc des Fades, en haut, toujours dans la bonne région d'Auvergne. Vous avez la Fort de Thé, donc chacun savait qu'on pouvait en choisir la couleur à condition qu'elle est plus noire. C'est la grande période de l'utilisation des aciers dans la construction. En Angleterre, il y a même eu un aciériste tellement fasciné par son matériau qu'il s'était fait construire une tombe en acier. Vous avez une magnifique cathédrale néogothique qui sert de tombe en acier à un aciériste. C'est quand même aussi la conscience professionnelle à des niveaux insoupçonnés. Vous voyez que les matériaux naturels sont toujours présents dans cette histoire-là. On y reviendra tout à l'heure, je vous parlerai des matériaux de la nature, mais il faut savoir que les matériaux de la nature sont aussi des matériaux de l'ingénieur. Et ils le demeurent tout au long de l'histoire de l'humanité. Et c'est toujours le cas. Le bois est toujours de nos jours un matériau d'ingénieur assez extraordinaire. Pas simplement le bois qu'on coupe pour prendre une branche d'un arbre, mais tous les produits dérivés du bois, tous les lamellés collés, sont des matériaux extraordinairement intéressants. Alors on continue notre promenade, vous voyez que on arrive à la moitié du XXe siècle. Alors le XXe siècle, et c'est un métallurgiste qui vous le dit, la mort dans l'âme, c'est la mise développée en même temps que l'économie du pétrole, l'économie des polymères, le développement des plastiques. Les plastiques sont des matériaux qui ont une variété absolument extraordinaire et qui ont donné une très mauvaise habitude aux ingénieurs qui est de dire après tout, il n'est pas impossible que je puisse faire des matériaux sur mesure, on ne dit rien. Donc l'ère des plastiques est maintenant, aujourd'hui, eh bien, vous avez, alors j'ai choisi 3 objets que je trouve particulièrement jolis avec une tendresse particulière pour le viaduc de Millau. Je disais toujours à mes élèves ingénieurs, si vous voyez le viaduc de Millau, et si vous n'êtes pas capable de comprendre ce que peut sentir celui qui l'a conçu quand il a traversé le pont qu'il avait conçu, devenez banquier. Faites autre chose. Faites autre chose. Alors il y a une des caractéristiques sur cette carte, c'est que il y a encore plein de trous, il y a encore des tas d'endroits où il n'y a pas de matériaux, et par contre on a considérablement augmenté l'ensemble des matériaux. Alors vous voyez, le domaine des métaux s'est considérablement étendu, le domaine des céramiques, notamment des céramiques techniques, s'était largement étendu. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est dans chacun de ces domaines-là, on peut mettre un 3e axe qui est la quantité utilisée, ou le prix au kilo. Vous pouvez imaginer des espaces à beaucoup de dimensions qui vous caractérisent ce qui est disponible pour l'ingénieur. Vous avez les polymères et les isomères qui sont considérablement développés avec tous les matériaux composites, c'est-à-dire ces matériaux soit renforcés avec des particules, soit renforcés avec des fibres, qui permettent d'étendre encore le domaine des plastiques, si vous voulez. Vous avez en bas cette bulle qui apparaît, qui est la bulle des mousses. Ça, on va y revenir, parce que la bulle des mousses est un peu la réponse de l'ingénieur à ce que fait la nature de manière assez constante. Quand la nature a à concevoir un objet structurel, très souvent elle utilise des matériaux fibreux et des matériaux cellulaires au sens de mousse, au sens de composite entre du vide et de la matière. Et d'une certaine manière, vous comprenez pourquoi, c'est que ça vous étend tout de suite considérablement l'espace des matériaux disponibles. Donc voilà notre promenade aujourd'hui. La caractéristique du monde d'aujourd'hui dans le domaine des matériaux, je ne parle que des matériaux de structure, on pourrait faire le même exercice du côté des matériaux fonctionnels, c'est-à-dire ceux qui transportent de l'énergie ou qui transportent de l'information. À ceci près, c'est qu'on le ferait sur une échelle de temps qui est beaucoup plus réduite. Donc c'est pour ça que j'ai choisi les matériaux de structure, d'abord parce que c'est ceux que j'aime particulièrement, mais aussi parce qu'ils permettent d'avoir une vision beaucoup plus ample de l'évolution des matériaux. Alors, quand même, la caractéristique des matériaux aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais l'embarras du choix. Quand un ingénieur a à choisir un matériau pour une application donnée, il a grosso modo entre 50 000 et 80 000 matériaux disponibles pour le choix. Donc ça veut dire qu'il a beaucoup de choix, et ça veut dire qu'il a beaucoup de choix. L'avantage, c'est qu'il en a plein, l'inconvénient, c'est qu'il en a trop. Alors voilà le monde des matériaux tel qu'il apparaît. Ce monde-là est assez intéressant parce qu'il vous amène à vous poser des questions de physico-chimiste. Si vous regardez les grandes classes de matériaux disponibles pour l'ingénieur, vous allez avoir des matériaux qui relèvent de grandes classes de liaison chimique, les métaux,
où les électrons ont une vision communiste de leur existence, ils se mettent en commun et ils bougent ensemble, au milieu d'atomes qui sont bien à leur place, sauf que de temps en temps, ils ne sont pas bien ordonnés, c'est justement ça qui est important. Donc vous avez les Legos qui ont mis leurs électrons en commun, vous avez les verres et les céramiques qui, eux, soit gardent jalousement leurs électrons pour eux, soit à l'extrême rigueur veulent bien partager avec leurs voisins, mais pas beaucoup plus loin. Donc ça, c'est deux autres types de liaisons chimiques particulières. Puis vous avez les polymères et les élastomères, qui sont caractérisés par deux familles de liaisons, celle qu'il va y avoir entre les atomes carbone-carbone-carbone le long d'une chaîne, et celle qu'il va y avoir entre les chaînes de polymères qui vont être des liaisons beaucoup plus faibles. Alors vous comprenez tout de suite d'ailleurs, quand je vous ai dit ça comme ça, qu'est-ce que c'est qu'une température de fusion? C'est quand l'énergie cinétique que je donne aux atomes dépasse l'énergie de liaison que j'ai entre les atomes. Donc ça vous sentez que chaque fois que les atomes vont être très liés, je vais avoir un point de fusion élevé. Et vous comprenez que les polymères, quand je vous ai dit qu'il y a deux familles de liaisons, ben je vais avoir deux températures caractéristiques. Si je commence à agiter le truc suffisamment pour que les interactions interchaînes soient cassées d'une certaine manière par l'agitation thermique, ben je vais passer d'un polymère qui est solide à un polymère qui est beaucoup plus liquide. Et puis si j'y vais vraiment comme une brute, ben je vais dégrader la chaîne carbonée. Alors donc, la liaison chimique est ce qui nous permet de comprendre le monde des matériaux du point de vue des propriétés structurales. La liaison chimique et l'ordonnancement des atomes. À la fois l'ordonnancement régulier des atomes, qui nous donne leur densité, la densité des matériaux, et l'ordonnancement irrégulier des atomes, qui va nous donner la nature des défauts qu'on a dans les atomes. Vous en avez deux autres en bas. Vous avez les matériaux naturels, que j'ai mis à part, et puis les mousses, qui sont des trucs un peu bizarres, où c'est du composite, du rien avec quelque chose. Et puis vous avez les matériaux composites, c'est-à-dire des mélanges de matériaux, chaque matériau gardant son identité propre, mais étant mélangé avec un autre matériau. Alors voilà le menu qui est disponible à l'ingénieur. Alors cette promenade, on va souffler un petit peu, on va repartir un petit peu en arrière, et en arrière, ça veut dire il y a 3,5 milliards d'années, donc ça nous fait un petit saut là dans le temps. Quels sont les matériaux disponibles il y a 3,5 milliards d'années? C'est essentiellement les matériaux des cellules, des parois des cellules. Ça, c'est des matériaux de structure, c'est le sac dans lequel on met toute la tripaille qui est à l'intérieur d'une cellule. Alors, vous voyez, là, vous allez observer que cet espace que je vais peupler ici, il va toujours se peupler, une bonne partie de cet espace va se peupler aux alentours de 1. Et ce n'est pas tout à fait un hasard, la vie est née dans l'eau. Donc si vous êtes dans l'eau, si vous êtes beaucoup plus haut que 1 comme densité, vous flottez à la surface, si vous êtes beaucoup plus bas que 1, vous allez au fond. Entre là, vous flottez entre deux eaux. Donc, on va se faire une petite promenade dans le temps. Donc là, c'est presque hier, quoi. C'est il y a un milliard d'années. Vous voyez apparaître un certain nombre de matériaux qui, eux, sont des matériaux minéraux, cette fois-ci. Et vous trouvez ça dans le corail, par exemple. Des matériaux minéraux qui sont donc pratiquement toujours des solides ioniques. Et on va retrouver cette histoire-là, c'est que la vie se développe, sauf dans le cas assez particulier des extrémophiles, la vie se développe. Les extrémophiles, c'est ces bestioles qui vivent dans des coins particulièrement sympathiques, comme les fumerolles au fond de la fosse des Philippines, des trucs, l'acide sulfurique bouillant, enfin bref, des endroits où vous n'avez pas envie de passer vos vacances. Et bien, hormis ces bestioles-là, la plupart de la vie se développe dans des gammes de température qui sont des gammes de température, grosso modo, entre 25 et 40 degrés. Quand vous êtes au-dessus de 42 degrés, vous n'êtes pas bien du tout. Votre albumine qui fait un truc qui prend en masse, comme ça se passe pas très bien. Donc en fait, si vous avez des gammes de fonctionnement qui sont entre 25 et 40 degrés, ben ça veut dire que votre gamme de fabrication des matériaux doit être aussi dans cet ordre-là. Et dans cet ordre-là, vous allez retrouver des gammes de matériaux qui sont les polymères et qui sont les solides ioniques, ceux qu'on peut dissoudre dans l'eau. Alors, on va faire la même promenade. Et alors là, ce que vous allez voir, c'est dans chacune de ces cartes sont dues à Ulrich Weiss et Michael Ashby. Ces cartes vont vous faire apparaître à la fois des matériaux, mais vont vous faire apparaître aussi des bébêtes. Donc, alors il y a vous allez voir, là c'est l'époque des arthropodes. Alors, les biologistes dans la salle vont dire exactement ce que c'est. En tout cas, c'est des bêtes. Quand on voit des photos, ça a des têtes particulièrement pas sympathiques. Voilà. C'est très vieux, 570 millions d'années. Alors là, vous voyez apparaître tous les matériaux qui sont utilisés pour faire des carapaces des insectes. Vous avez la chitine, vous avez
vous avez évidemment la cellulose dans les pentes, vous avez toujours la calcite, l'argonite. Alors on est dans une situation où il n'y a jamais aucun matériau qui disparaît. Dans la nature, on a toujours plus de matériaux qui ont disparu. Ils sont plus ou moins utilisés, les ceux qui les utilisent dominent plus ou moins la planète, mais les matériaux sont très Alors on continue notre promenade. Là, les grands innovateurs, on les trouve il y a 500 millions d'années, c'est les poissons. Et les poissons, ils inventent, c'est eux qui inventent les matériaux cellulaires, c'est eux qui inventent les mousses. Ils inventent les mousses, et c'est ce que vous avez ici, l'os trabéculaire, l'os des poissons. Vous avez toujours tous les autres, plus celui-là en plus. Alors, on continue la promenade. Les plantes terrestres sont aussi des grands innovants. Alors, elles ne doivent pas bouger beaucoup. Donc, en fait, elles ont besoin de propriétés mécaniques un petit peu moins élevées, essentiellement. Elles n'ont pas besoin de rester trop chaud contre cactus. Mais là, vous allez avoir un nombre infini de matériaux qui vont se développer et vous avez toutes les formes de bois. Alors, le bois reste des sources de matériaux extrêmement variées en termes de microstructure. Il est particulièrement intéressant, c'est un domaine de recherche actuellement très actif, de comparer les structures des bois d'Australie et les structures des bois des autres continents. Parce que l'Australie a été un petit bout de planète, un petit bout de terre qui s'est séparé il y a très longtemps. Donc en fait, il y a une vie en Australie qui est très particulière. Elle est très bizarre en ce qui concerne les animaux. Vous avez déjà vu un concours, vous regardez au fond des yeux, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de cerveau dans cette bête-là. Donc les animaux australiens sont bizarres, mais les plantes australiennes sont encore plus bizarres. On est d'accord, c'est mignon, d'accord. Donc voilà, arrivés les insectes, avec toute la variété de toutes les carapaces d'insectes. Je vais vous parler de l'araignée quelque part dans l'exposé, parce que c'est un animal qui n'a pas beaucoup de neurones, une araignée. Ça a peu de neurones, mais c'est dingue ce que ça réussit à faire. La fonction, je vais penser que c'est pas forcément faux. Bon. Les reptiles et les amphibiens, vous voyez apparaître le cuir. Le cuir est un matériau tout à fait intéressant, et notamment vis-à-vis de sa résistance à l'usure. Et c'est quelque chose qui n'est pas encore très bien compris, la résistance à l'usure du cuir des serpents. C'est pas encore très bien quelle est la structure fine qui permet de comprendre ça. Alors, il y a une chose, j'ai oublié de vous en montrer un au passage. Les mammifères. Alors ça, c'est bête, les mammifères. C'est l'équivalent de ce que je vous ai montré au Moyen-Âge. On sait faire avec ce qu'on a, mais vraiment, on n'en a pas grand-chose. Quand on compare un mammifère à une tomate, la tomate est un objet extraordinairement inventif du point de vue des matériaux. Regardez une peau de tomate. Vous voyez la finesse de la peau de tomate, la difficulté qu'on a à mettre le couteau dans la peau de tomate. Je ne vous parle pas de l'huître. L'huître, c'est vraiment un animal. Là, on va voir. Bon, je vous passe ce que je pense de l'huître. Mais alors, la coquille d'huître, par contre, c'est quelque chose qui est génial et qui enquiquine les ingénieurs avant de le finir, parce que des cauchemars de l'ingénieur, c'est de développer des matériaux qui réussissent à la fois à être durs et à être résistants à la propagation des fissures. Et vous savez qu'une huître, non seulement c'est dur, mais en plus, c'est beaucoup plus résistant à la propagation des fissures que votre main quand vous essayez d'ouvrir une huître. Donc, alors, les mammifères, on est là avant-hier, il y a 200 millions d'années, les plantes à fleurs avec la tomate, mon cas favori, la peau de la tomate. Vous pouvez faire un éloge de la peau de tomate, la peau de banane aussi d'ailleurs. Alors voilà, on vient de se promener un peu dans le monde de la nature. On s'est promené dans grosso modo 3 milliards d'années, et on a vu apparaître des familles de matériaux beaucoup plus centrées sur une gamme de densité qui est au voisinage de 1, et des familles de matériaux qui ont dû toutes être élaborées dans des gammes de température qui sont beaucoup plus réduites que les gammes de température qu'on va utiliser l'ingénierie. Alors maintenant, si je fais un parallèle entre la nature et l'ingénierie, je vérifie que la montre pour que je ne rate pas mon pas. Ça va peut-être être la voie qui va céder à la place. Un parallèle entre la nature et l'ingénierie. Donc, du côté de l'ingénieur, tous les procédés sont possibles, à toutes les températures, alors on peut se les offrir plus ou moins, et l'apparition de nouveaux matériaux est associée à une nouvelle gamme de procédés.
Du côté de la nature, les procédés utilisables sont à basse température. Donc ce qui limite la nature au polymère et à la chimie des solutions ioniques. Alors, quand on est limité avec ça, il faut faire preuve d'infiniment de variété par ailleurs. C'est-à-dire qu'on va avoir peu d'atomes disponibles pour la nature, peu de types d'atomes disponibles pour la nature. Par contre, la table de Mendeleïev est disponible à l'ingénieur. Pas forcément tout de suite, parce qu'il nous a fallu quelques siècles pour découvrir tous les éléments de la table de Mendeleïev. On s'est même payé le luxe d'en rajouter quelques-uns tout au long du XXe siècle. Mais, a priori, on pouvait à peu près tout utiliser. La nature ne peut pas tout utiliser. Par contre, ce que la nature réussit à faire, c'est à arranger les matériaux de façon à pouvoir jouer, à introduire une variété sur l'architecture des matériaux, une variété qu'on n'a pas sur la composition, qu'on a moins sur la composition. Donc du côté du matériau biologique, on a un petit nombre d'éléments dominants, relativement peu de métaux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas importants, le fer d'un hémoglobine est extraordinairement important. Mais on a relativement peu de métaux hors les métaux alcalins, alors que du côté de l'ingénieur, on a tout. La fabrication du côté de l'ingénieur est très souvent à partir d'états mal condensés, le liquide, les gaz, les poudres. Du côté de la nature, c'est plutôt des mécanismes de croissance. Du côté de l'ingénieur, on va essayer d'avoir des procédés de fabrication qui nous donnent la forme exacte, quitte à avoir des enchaînements de procédés qui vont nous amener vers la forme exacte. Vous forgez, vous polissez, vous électropolissez. Du côté de la nature, on va avoir quelque chose qui nous fait une croissance, et une croissance souvent par auto-assemblage, en partant de l'échelle microscopique, de l'échelle atomique. Et les formes qu'on va obtenir dans la nature vont être beaucoup plus approximatives, les formes qu'on va obtenir pour l'ingénieur vont être beaucoup plus précises, beaucoup plus exactes. Alors, exemple, ma forme de T, celle qui pouvait éventuellement être noire. La construction d'une forme de T, c'est qu'on a tous la même voiture, qui suit le même plan. Le parallèle de la forme de T, c'est le tournesol, donc vous pouvez choisir la couleur à condition qu'il soit jaune, et elles n'ont pas le même plan, elles ont juste le même code génétique. C'est tout à fait différent de penser à la conception d'une structure à partir d'un plan, on va essayer de reproduire exactement la même chose, et à partir d'un code, on va essayer de reproduire exactement les mêmes règles. C'est pas du tout la même... Alors, maintenant, si on regarde les stratégies naturelles pour les structures. Alors, je vous avais promis que je parlais d'araignée. Alors, l'araignée, 4 neurones. Peut-être un peu plus, enfin bon. Si vous regardez une araignée, une bonne araignée, c'est une structure qui est tout à fait amusante parce que vous avez une structure qui est bifonctionnelle. Vous devez attacher la toile d'araignée à l'arbre et vous devez, quand un moucheron rentre dans la toile d'araignée, vous devez être à la fois capable de ne pas arracher la toile d'araignée, donc il faut qu'il y ait quelque chose qui l'attache bien à l'arbre, et vous devez être aussi capable d'amortir les vibrations de la toile d'araignée liées au moucheron qui rentre dedans. Alors, l'araignée, elle fait ça avec deux toiles d'araignée, une toile d'araignée radiale, qui est formée d'un brin qui est le brin rouge, qui correspond à la courbe déformation, contrainte déformation, c'est-à-dire la force en fonction de l'allongement, si vous voulez, qui est la courbe rouge, donc ça veut dire qu'on va avoir tout de suite une force importante pour un petit allongement, hein, et c'est ça qui va nous donner la force de la structure de la toile d'araignée. Et ce qui va nous donner la capacité d'absorber beaucoup d'énergie, en fait, ça va être la toile, la partie circonférentielle, qui est en bleu ici. Vous avez une courbe qui est beaucoup plus plate, beaucoup plus basse, et une courbe qui va être capable de se déformer beaucoup, et donc d'avoir des très grandes déformations et d'absorber beaucoup d'énergie. Alors, vous allez dire, écoutez, cette araignée, comment elle sait où est-ce que c'est le réservoir polymère? Ben non, c'est le même. C'est exactement le même polymère, la soie de l'araignée, est un polymère qui est presque parfaitement cristallisé pour la partie rouge, et qui est presque parfaitement amorphe pour la partie bleue. Il y a eu des expériences absolument admirables qui ont été faites à Grenoble au rayonnement synchrotron sur une araignée arrêtée par des pattes. On les faisait sortir de la toile d'araignée, on envoyait un faisceau de rayons X juste en dessous de l'araignée, alors qu'on calibre la manip de temps en temps, on brille une araignée. Quand on a bien réussi la manip, eh bien, le faisceau de rayons X nous permet de savoir exactement quel est le taux de cristallinité de l'araignée. Une chose qui est extraordinaire, c'est qu'il est extrêmement rare qu'un matériau artificiel polymère de l'être humain réussisse à être parfaitement cristallin, quasiment parfaitement cristallin. Alors là, l'araignée réussit à faire un polymère presque parfaitement cristallin.
Alors, voilà. Ça, je dirais, c'est presque, quand on y réfléchit, c'est quand même presque une conception d'ingénieur. Alors, en général, les stratégies de l'ingénieur et de la nature sont assez différentes. Et je vous laisserai m'écouter sur la raison profonde. Mais en général, elles sont assez différentes. Et on va essayer de voir quelles sont les différences. Alors, je regarde biologie et ingénierie, je vous ai déjà dit peu d'atomes d'un côté, plein de l'autre, des mécanismes de croissance d'un côté, des mécanismes de fabrication de l'autre. Et en fait, pour avoir la variété des matériaux que vous observez dans la nature, je vous ai quand même fait faire une promenade de 3 milliards d'années. C'était quand même pas pour des polis. Vous avez vu la variété des matériaux qu'on a rencontrés. Et je vous dis, tout ça, c'est une dizaine de malheureux atomes qui sont capables de faire ça. Et en fait, du côté des matériaux biologiques, on a une organisation de la matière qui est sous forme d'une structure et d'une structure qui est hiérarchisée. C'est-à-dire que vous allez avoir tout un ensemble de hiérarchies qui va aller depuis le niveau atomique, le niveau nanoscopique, le niveau micronique, etc. Et vous allez avoir toute cette architecture qui va vous permettre, suivant la variation des architectures que vous avez, d'avoir des matériaux de propriétés très différentes. Du côté de l'ingénierie, on a la forme de la pièce, bien évidemment, et on a la microstructure qui est un peu l'équivalent, mais qui n'a pas à ce point cet enchaînement de hiérarchie, cette hiérarchie de microstructure qu'on peut trouver dans les matériaux naturels. Du côté de l'ingénieur, on va faire le design de la pièce et la sélection du matériau. Du côté de la nature, la grande force des matériaux naturels, c'est qu'ils s'adaptent aux conditions. Ils s'adaptent aux conditions, à condition que la variation des circonstances ne soit pas trop brutale. Donc vous pouvez adapter un arbre à un vent qui est constant, qui varie lentement. Et si vous avez une tempête, l'arbre, vous l'arrachez. Donc toute la force des matériaux de la nature, c'est qu'ils sont capables de s'adapter à des variations lentes et progressives des conditions dans lesquelles ils se développent. Alors maintenant, si je regarde l'ingénieur, il va faire un design avec un dimensionnement approprié pour assurer la sécurité et la durabilité du composant. Pendant très longtemps, la traduction de ça pour un ingénieur, c'est j'en mets une louche. Je mets un coefficient de sécurité pour y aller confortablement. Maintenant, c'est plus le cas. On essaye de faire une économie de matière, c'est-à-dire que vous allez essayer de plus en plus de concevoir au mieux. Et donc, ça nécessite une connaissance de plus en plus précise du matériau, de ses propriétés, de la manière dont on l'obtient en fonction des paramètres du procédé. Donc là, il y a toute une démarche de fond dans la science des matériaux qui est d'utiliser les matériaux au mieux de leur performance. Du côté de la nature, la manière dont on va concevoir cette adaptation, ça va être d'une part d'être capable de redistribuer la matière. Ça, je vais vous donner deux exemples, un exemple dans l'os, un exemple dans le bois. Et un autre aspect de la nature qui n'est que rarement présent dans la conception des ingénieurs, c'est la capacité d'autoréparation. Les matériaux naturels ont en eux-mêmes une capacité de réparer le dommage progressivement. Alors on commence à faire ça du côté de l'ingénieur, on commence à le faire avec des élastomères autoréparants. C'est d'ailleurs assez extraordinaire, c'est un domaine qui est en train de se développer, mais c'est un domaine qui n'est absolument pas au niveau où il se trouve dans les matériaux naturels. Alors, donc les spécificités des stratégies de la nature, c'est l'architecture hiérarchique. Un deuxième point qui est important, et c'est ça qui fait que la coquille de l'huître est particulièrement performante, c'est que les phases fragiles, ils sont de taille réduite. Les phases fragiles sont de taille nanométrique. Alors ça, à la limite, vous pouvez comprendre, si vous prenez une grande vitre, elle a plus de chances de se casser qu'une petite vitre. La raison, c'est qu'un matériau fragile, il cache parce qu'il a à l'intérieur de lui un défaut qui peut être critique pour ce matériau-là. Donc en fait, si vous diminuez la taille des phases fragiles, ben, vous avez moins de chances de trouver dedans le défaut critique. Alors, le troisième point, c'est une croissance adaptative et une redistribution de matière. Et le quatrième point, c'est le fait que les matériaux sont autocalissants. Alors maintenant, on va essayer de prendre en revue ces différentes idées de l'architecture des matériaux. L'architecture hiérarchique. Prenons une vertèbre. Vous en avez plein, vous en prenez une. Dans cette vertèbre, vous avez l'extérieur de la vertèbre, c'est ce qu'on appelle l'os cortical. L'intérieur de la vertèbre, c'est l'os trabéculaire. L'os trabéculaire est poreux. L'os trabéculaire, il a la structure que vous voyez ici. Les échelles de vue se trouvent à chacune de ces étapes-là. Vous avez une structure qui est formée de blocs de barreaux qui sont un mélange de collagène et d'hydroxyapatite.
Et chacune de ces travécules va elle-même être une formation de lamelles, et chacune de ces lamelles va être une association de filaments de collagène et de particules hydroxyapatite. Donc on a toute cette structure hiérarchique depuis la vertèbre jusqu'à l'échelle qui est une échelle nanométrique. Alors, si vous regardez, alors le bois est une structure cellulaire, pas cellulaire au sens de biologie cellulaire, c'est une structure cellulaire au sens d'un matériau cellulaire. Chacune des cellules du bois, là vous avez un morceau de sapin, chacune des cellules du bois est formée d'un mélange de lignite et de cellulose, et les fibres de cellulose s'entourent autour du cylindre de lignite. Cet entourage autour du cylindre de lignite n'est pas du tout aléatoire. Si vous regardez, prenez chacun de ces petits cylindres où il y a un bobinage de la fibre de cellulose, on verra tout à l'heure que ce bobinage-là, il a un angle qui a un sens particulier. Il a un angle qui lui permet d'obtenir certaines propriétés. Alors la diminution d'échelle maintenant. La diminution d'échelle, c'est-à-dire la deuxième partie de la stratégie, voilà ici la nacre, qui est donc la partie particulièrement résistante de la coquille. Et bien la nacre est formée d'une alternance entre le carbonate de calcium et puis des couches de polymères. Alors c'est un peu plus subtil que ça, parce que les couches de protéines qu'il y a entre le carbonate de calcium et le carbonate de calcium, en fait elles sont aussi rentrées dans le carbonate de calcium. En fait personne ne comprend comment ça rentre à l'intérieur. C'est-à-dire le carbonate de calcium qu'on a dans ces matériaux-là n'est pas la forme de carbonate de calcium stable que nous donnerait la thermodynamique. C'est une forme de carbonate de calcium qui a été capable d'absorber des protéines au cours de sa croissance. Ce qui n'empêche pas d'être un cristal qui est quasi parfait. Bien. Alors, vous voyez, une question qui vient à l'esprit, c'est de dire, si je reprends une carte, alors là c'est une carte où j'ai le module, c'est-à-dire la rigidité élastique, et la ténacité qui est donc essentiellement l'énergie qu'on absorbe avant de faire propager une fissure, eh bien, vous allez avoir un matériau qui est l'os, qui est formé de collagène et de matière minérale. Et en fait, le mélange entre le collagène et la matière minérale qui nous donne l'os est en fait bien meilleur qu'on l'attendrait simplement en mélangeant, en faisant une belle de mélange entre les deux matériaux. Et la raison pour laquelle on a ce gain, en fait, est liée à l'échelle de la microstructure qu'on obtient. Alors, j'ai juste vous suggéré une expérience, encore la main à la pâte. Prenez un os de poulet. Enfin, plutôt, vous en prenez deux. Prenez deux os de poulet et vous allez faire quelque chose de pas sympathique. Cet os de poulet, je vous dis, c'est un mélange de matière minérale et de matière inorganique. La matière inorganique est soluble dans l'acide, la matière minérale brûle dans un four. Vous prenez l'os, vous le mettez au four, il ne va plus vous rester que la matière minérale. Et quand vous faites un essai mécanique, alors l'essai le plus simple que vous puissiez imaginer, c'est l'essai de flexion. Vous mettez sur deux supports, vous suspendez un poids, vous regardez quel est le poids à partir duquel ça casse. Donc cet essai de flexion, si vous le faites sur un os qu'on appuie au four, où il ne reste plus que la matière minérale, vous avez quelque chose qui est très rigide mais qui est très fragile. Si vous faites l'expérience sur l'os que vous allez tremper dans du vinaigre, alors si vous n'êtes pas patient, vous prenez de l'acide chlorhydrique, ça marche mieux, ça marche plus longtemps, mais ça marche bien avec le vinaigre, vous vous souvenez du vinaigre. Donc si vous faites l'expérience avec l'os trempé dans du vinaigre, il y en a dissous les carbonates, et par contre on n'a pas touché la matière inorganique, et vous vous retrouvez avec un os qui est parfaitement élastique, c'est swing, c'est du caoutchouc, et qui n'est pas du tout fragile. Et après, vous pouvez faire des expériences, vous mettez plus ou moins longtemps dans le four, plus ou moins longtemps dans le vinaigre, pour savoir qu'est-ce qui se passe, suivant que j'ai plus ou moins de matière inorganique qui soude. Je peux m'amuser d'ailleurs à le poser pour voir ce que ça donne, mesurer la densité, vous pouvez construire une manip de la main à la pâte autour de ça. Donc, l'os, c'est un mélange de matière inorganique et de matière organique, et ce mélange, c'est pas simplement, c'est pas n'importe comment, c'est un mélange qui est à l'échelle nanoscopique. Et en fait, on a une structure qui est une structure qui est une alternance de lamelles souples qui sont en jaune ici et de lamelles rigides qui sont en gris. Et si vous calculez quel doit être le module d'élasticité de ce machin-là, vous montrez que ce module-là est un module de cisaillement, qui est le module de cisaillement du polymère, et qui est amplifié par un facteur d'aspect. Le facteur d'aspect étant le rapport de la longueur de chacune de ces particules par leur largeur. Maintenant, typiquement dans la nature, L sur D, c'est un facteur 100. Donc ça veut dire que vous vous trouvez avec un module qui est 10 000 fois le module du polymère.
et avec des particules dures qui sont beaucoup plus petites. Et je vous ai dit, si les particules sont beaucoup plus petites, elles ont moins de chances de casser. Donc c'est comme ça que vous trouvez l'astuce de concevoir un matériau qui fondamentalement a juste un module qui est la version amplifiée du module du polymère et une résistance mécanique qui est la version amplifiée de la résistance des particules dures par le fait qu'elles soient petites. Alors vous comprenez un peu pourquoi ça m'intéresse en tant qu'ingénieur ces choses-là. C'est pas simplement que je suis passionné par les os de poulet à faire cuire dans un four ou à mettre dans du vinaigre. C'est que si on est capable d'avoir la même astuce que ces structures hiérarchiques, que ces différentes échelles qu'on peut trouver dans la nature, mais de le faire avec toute la variété des matériaux d'ingénieurs, vous ouvrez une piste de découverte pour les ingénieurs qui est colossale. Donc ça veut dire que vous pouvez choisir, vous pouvez fabriquer sur mesure des matériaux encore plus variés. Vous allez me dire que c'est quand même de la gourmandise, je vous ai dit qu'il y en avait 80 000. Bon, j'en ai beaucoup plus, je serais encore un petit peu plus embêté, j'aurai encore plus l'embarras du choix, à part que une des grandes tendances, c'est de se dire ces nouveaux matériaux, je ne vais pas les faire au hasard, je vais les faire sur mesure. Et non pas pour répondre à une propriété, mais pour répondre à un ensemble de propriétés. Alors, voilà. La croissance adaptative. Alors, je ne peux pas vous résister au plaisir de vous raconter ça. Il me reste combien de temps? 5 minutes avant de rater le train? Bon. La croissance adaptative du bois, c'est un bel exemple. C'est une expérience qui a été faite par des bûcherons autrichiens, encore à Grenoble, à l'SRF. Si je reprends ma structure cellulaire du bois, c'est-à-dire les petites cellules de lignite avec l'embobinage de la cellulose. Donc, je peux regarder quel est l'angle d'embobinage de la cellulose en regardant ça horizon X. C'est de regarder horizon X avec un synchrotron. Ce que je veux simplement vous montrer, c'est que vous pouvez aussi faire une petite expérience. Vous prenez un de ces petites cellules, vous les tirez dessus. Et en fonction de l'angle mu, et l'angle d'enroulement du filament de cellulose autour de la cellule, vous pouvez mesurer d'une part quelle est la déformabilité de la structure et d'autre part quel est le module de la structure. Et ce que vous voyez tout de suite, qui est assez joli, c'est que quand vous avez un angle qui est plus grand, c'est-à-dire que les parois, la cellulose, c'est ce qu'il y a de dur là-dedans, c'est ce qu'il y a de raide, et que vous le mettez plutôt comme ça, d'accord, vous le mettez comme ça, vous êtes en train de tirer de préférence sur le truc mou. Donc quand vous augmentez l'angle mu, le module diminue. Et le truc mou, il se déforme plus. Donc quand vous augmentez l'angle mu, la déformabilité augmente. Donc ces deux courbes-là se prennent très facilement à la main, ils peuvent se calculer en vrai. Alors, je vais dire qu'il y a des arbres, on va faire un minute comme ça. C'est là qu'arrivent les bûcherons autrichiens. Ils vont à l'ECRF, je vais prendre un terme de quelque chose. C'est des bûcherons. C'est l'autre truc, ça va. Et là, voilà une manche, un petit peu stylisée. Voilà une manche d'arbre avec les différents ordres de l'enroulement. On peut vérifier, on peut voir ça avec un faisceau de synchrotron très intense, et regarder quel est l'enroulement filamentaire à tel endroit dans l'arbre. Ça, c'est la manche d'arbre aujourd'hui. Vous pouvez utiliser les bûcherons, ça arrive sur l'épaule, ils passent ça au rayon synchrotron. Maintenant, ça c'est aujourd'hui, ça c'était il y a 5 ans, ça c'était il y a 8 ans, ça c'était il y a rien. Donc 8 ans, 5 ans, aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 8 ans, on a un arbre qui est tout jeune, il est en train de pousser dans la nature, il y a de la neige qui tombe sur les montagnes autrichiennes, il faut qu'il puisse se ployer de façon à faire tomber la neige et à continuer à pousser. Puis au fur et à mesure qu'il grandit, il se retrouve dans une situation où lui-même il prend du poids, l'arbre. Donc l'arbre prend du poids, je dis bien. Lui-même prend du poids, il faut qu'il soit capable de continuer à pousser. Pouvoir continuer à pousser, il commence à faire pousser le bois de 0,8 degrés qui est beaucoup plus rigide. Bien. Alors, je ne vais pas pouvoir vous parler des os, ça sera pour une autre fois. Je vais juste vous montrer un parallèle. Non, ça va, c'est presque fini. Montrer un parallèle, si vous regardez l'os comparé au bois, vous avez le bois, vous avez de la déposition de matière seulement, et veut jouer sur la nature de l'enroulement filamentaire pour changer les propriétés de la matière dont vous avez besoin. Le cas de l'os est différent, plus évolué, si je veux dire. C'est-à-dire, non seulement vous déposez de la matière, mais vous êtes capable aussi de l'enlever. Et la forme de l'os que je vous ai montré juste avant, ce qu'on appelle la loi de Wolff, vous
vais la montrer ici, les zones de forte densité minérale dans le bois sont aussi les zones qui sont les plus fortement chargées. Donc en fait, la manière dont ça fonctionne, ce truc-là, alors là, vous avez à gauche un homme de 25 ans, et à droite, quelqu'un de 97 ans, vous sentez que ça va faire rouge là. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que vous avez trois types de cellules dans les os. Vous avez les ostéoblastes qui déposent la matière minérale, les ostéoclastes qui bouffent la matière minérale, et les ostéocytes qui disent aux deux autres où est-ce qu'ils doivent bosser. Et en fait, la structure osseuse évolue en fonction de la charge mécanique pour mettre la matière dont on a besoin. Alors, ce qu'on a découvert très récemment, il y a 2 mois à peu près, c'est que les os de poisson, c'est pas du tout pareil. On disait qu'il y a 90% des ostéocytes, des cellules qu'on a dans les os, qui sont en fait des ostéocytes. Donc, tous les administratifs se sont mis à dire que c'était la preuve que l'administration était nécessaire, parce que 90% des cellules servaient à dire aux autres qui est-ce qu'ils devaient bosser. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que ça marchait aussi bien chez les poissons qui n'ont pas d'ostéocytes. On ne sait pas comment ça marche, il n'y a personne pour leur donner des ordres, mais en tout cas, ça marche bien. Bon, je laisse ça à votre méditation. Alors, inspiration plutôt qu'imitation. Là, on arrive vraiment en bout de course. Je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple de la carapace de tortue. Alors, c'est une grosse tortue, ça. Donc, vous voyez, toujours regard intelligent d'animal. Une grosse tortue, ça a une carapace qui sert à protéger la tortue, bien évidemment. Seulement, les grosses tortues, il faut quand même qu'elles respirent. Alors, c'est un truc qui est bizarre, hein, la tortue, c'est. En gros, la carapace, c'est la cage thoracique qui est passée par derrière. C'est ce que m'ont expliqué les gens du Muséum d'histoire naturelle. Enfin, toujours dit que quand la tortue elle est posée, pour qu'elle puisse respirer, il faut qu'elle puisse se soulever. Parce que sinon, il n'y aurait pas la place d'ouvrir les poumons. Et donc, quand on a une super carapace sur le dos, c'est pas du gâteau de se soulever comme ça. Donc, les grosses tortues, en fait, la carapace se déforme. Donc, la carapace de tortue, c'est pas un truc d'une seule pièce. C'est un ensemble de tuiles, comme les tuiles de Bourgogne, des tuiles hexagonales, qui sont emboîtées les unes dans les autres. Et vous avez une structure de tuiles emboîtées, c'est un peu comme le crâne des bébés, hein, pour des raisons évidentes. Il faut qu'un bébé au moment savait c'est un crâne déformable, sinon ça marcherait beaucoup moins bien. Eh bien, il faut que les tuiles de la carapace de tortue puissent bouger les unes par rapport aux autres. Et donc on a une structure qu'on appelle une structure autobloquante, c'est-à-dire vous avez comme des doigts comme ça, mais en plus ils sont dans les 3 dimensions. Pour que ça puisse bouger mais que ça ne tombe pas en pièces détachées. Alors où la tortue est futée, c'est qu'entre les tuiles, il y a un polymère qui est extrêmement sensible à la vitesse de déformation. Ce qui fait que si la carapace de tortue, si la tortue veut respirer, elle respire tranquillement, une tortue respire. S'il y a quelqu'un qui arrive et qui tape comme une brute sur le dos de la tortue, et bien là la carapace se raidit d'un seul coup parce que le polymère ne se déforme plus. Et du coup, la carapace de tortue redevient un outil de protection particulièrement efficace. Alors voilà une carapace de tortue, donc je dis c'est un truc qui est assez futé, ce truc-là. Alors je raconte l'histoire à l'envers parce que, en fait, bon, ça c'est encore des analyses de carapace de tortue au synchrotron. Ça c'est un équivalent de ce qu'on essaie de faire sur la carapace de tortue, c'est de faire un matériau fragile, mais résistant à la propagation des fissures. Et là, une manière de le faire, c'est de prendre des structures en forme d'osselets autobloquants, qui se bloquent géométriquement les unes par rapport aux autres, et qui font que si là, on a la même quantité de matière en massif, ça donnerait le truc à droite, qui casse tout de suite. Et si je le prends en autofragmenté, ici en autobloquant, des blocs osséomorphes, eh bien un bloc va casser, mais la fissure ne va pas se propager dans tous les autres. Alors la tortue était beaucoup plus futée que nous, parce qu'entre les blocs, elle a mis des élastomères, elle a mis l'équivalent d'élastomères qui dissiperait beaucoup d'énergie. Donc ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est justement ça, de fabriquer des blocs ostéomorphes avec de temps en temps un bloc élastomère, ou entre les deux, entre deux blocs, une couche élastomère. Alors, allez, celui-là je le fais quand même, elle est toute petite pour la fin. Bon, vous avez tous vu les pommes de pin. Quand j'étais petit, les pommes de pin, on disait elles s'ouvrent, elles se ferment à cause de l'humidité. Elles s'ouvrent, elles se ferment quand il y a de l'orage. Alors, je demandais à mes parents, oui, pourquoi elles font ça? Ils me disaient, c'est à cause de l'humidité. Merci, je suis bien renseigné, il y a de l'humidité quand il y a un orage. Bon, ok, ça c'est bien. Mais la raison, c'est qu'en fait, les pommes de pin, c'est des bilames, avec une partie du bois qui se dilate fortement quand il prend de l'eau et l'autre partie qui ne se dilate pas. Donc vous faites un bilame, ça s'ouvre, ça répond par la courbure, et c'est comme ça que vous faites une pomme de pin qui s'ouvre et qui se ferme. Alors, je vous parlais de l'Australie, il y a des trucs extraordinaires en Australie, vous avez des plantes qui
s'ouvrent et se ferment, des bogues pour les graines qui s'ouvrent et se ferment uniquement quand il y a eu un incendie et qui est suivi d'une pluie. C'est quand même assez génial ce truc. Ce qui fait que les graines ne sortent dehors que quand elles ont des chances de pousser. Alors, ce que je veux simplement vous montrer, c'est juste pour terminer, un truc beaucoup plus sophistiqué que ça, mais qui est basé sur le même principe. C'est une tige de blé qui vit dans les zones à faible humidité. Entre le jour et la nuit, cette tige de blé voit les poils qui est autour, qui s'ouvrent et qui se ferment. L'applaudit, quoi. Il fait froid, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud. Et ce mouvement alterné, en fonction du degré d'humidité, en fait, permet à cette graine de blé de s'enfoncer dans le sol, où elle poussera beaucoup moins bien. Et pour ce faire, eh bien, elle peut le faire parce que sur le côté de la tige, vous avez des petits tétons de silice qui sont capables d'empêcher le mouvement de retour une fois qu'on s'est enfoncé. Donc vous avez une manière particulièrement astucieuse de faire un moteur dont la seule et unique énergie est le changement d'humidité entre le jour et la nuit. Bien. Alors ça, c'est des trucs que je suis en train d'essayer d'utiliser pour fabriquer des actuateurs sans énergie. Sinon, il n'y a pas de vibration, ça ne fait pas de bruit. Bien, voilà le truc australien dont je vous parlais tout à l'heure. Et on va arriver à des conclusions parce que sinon je vais vraiment rater le train, et mes collègues allaient voir. On peut avoir de bonnes idées d'ingénieur en regardant la nature. Mais il faut y chercher une inspiration et pas une imitation. Le problème qui reste très important quand on veut faire de la bio-inspiration, c'est le problème des procédés. Comment est-ce que je peux essayer de réaliser des trucs qui vont été inspirés du point de vue naturel? Et ça, je peux vous garantir que ce n'est pas du gâteau. Mais ça vaut vraiment la peine d'y réfléchir parce que c'est peut-être des choses qui nous permettront d'avoir de nouveaux dispositifs. En tout cas, pour l'instant, c'est des choses qui nous permettent de réfléchir et de rêver. Il n'y a pas de raison de penser que ça puisse à un moment servir à quelque chose. Je vous remercie de votre attention et de votre attention.